Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. François Hollande promet d'être le médecin de l'économie française. Face à la Commission européenne, le président s'est montré confiant sur l'amélioration de la conjoncture à venir alors que la France est en récession. Il a aussi défendu l'agenda et le rythme de ses réformes, le tout à la veille d'un moment politique important, la conférence de presse à l'Elysée. On en parle avec notre club d'éditorialistes du mercredi soir. L'ombre de l'ancien ministre du Budget continue de planer sur le gouvernement. La commission d'enquête parlementaire sur la gestion de l'affaire Cahuzac prévoit d'auditionner les ministres Pierre Moscovici, Christiane Taubira, Manuel Valls et leur ancien collègue Jérôme Cahuzac, ce dernier qui joue décidément avec les nerfs des socialistes en alimentant le scénario de son retour. Et puis, assister au Conseil des ministres, entrer dans le bureau du président, pousser les lourdes portes dorées du palais de l'Élysée, bref, être une petite souris pour se glisser partout ou presque. C'est ce que vous propose notre invité ce soir, le journaliste Pierre Favier. Il est à l'origine avec le scénariste Patrick Rothman du film Le Pouvoir, une plongée dans le cœur du réacteur élyséen. C'est tout à l'heure. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie. Quand on se compare, on se console. Ce dicton a peut-être inspiré François Hollande aujourd'hui. Oui, la France est en récession. Oui, la situation est grave. Le président le reconnaît, mais la panne de croissance concerne toute l'Europe, insiste-t-il. L'opposition y voit au contraire une part de responsabilité personnelle de François Hollande. Les détails avec Alexandra Colino. La prévision n'était pas bonne et le résultat l'est encore moins. Pour le deuxième trimestre consécutif, le PIB recule de 0,2%. Cela veut dire que la France est entrée en récession. Baisse des investissements, de la consommation des ménages et des exportations. Le cocktail est détonnant, mais pas de quoi inquiéter François Hollande. Je considère que nous avons passé le moment le plus difficile et que maintenant, si l'Europe, les États membres et la France, nous nous organisons pour la croissance, nous pourrons revenir vers l'espoir d'un meilleur avenir. À cette récession s'ajoute la chute historique du pouvoir d'achat des Français, négatif pour la première fois depuis près de 30 ans. Mais Bercy maintient ses prévisions. Je maintiens à la fois les chiffres, les perspectives de croissance pour 2013, 0,1%, ce qui est possible, et aussi l'inversion de la courbe du chômage d'ici la fin de l'année 2013. L'opposition, elle, montre du doigt François Hollande. Le président de la République porte sa part de responsabilité personnelle dans l'aggravation de la situation économique de notre pays. Pour relancer l'activité, le gouvernement doit maintenant mettre en œuvre les réformes structurelles promises à Bruxelles. Et justement, c'est dans ce contexte que François Hollande a défendu aujourd'hui l'agenda, le rythme et le sérieux de ses réformes devant la Commission européenne. Bruxelles veut que la France accélère, notamment sur la réforme des retraites, et qu'elle améliore sa compétitivité. Il y va de l'intérêt de la France, prévient le président de la Commission, José Manuel Barroso. On l'aura compris, il y va aussi de l'intérêt de la zone euro, dont la santé dépend en grande partie de l'État, de la France. Les détails avec Sophie Normand. Il ne s'agissait pas d'un grand oral, du moins officiellement. François Hollande rencontrait le collège des 27 commissaires européens pour, dit-il, porter son message de réorientation de l'Europe vers la croissance et l'emploi. Pour aborder aussi la question de l'union bancaire ou encore celle de la politique européenne de l'énergie. Mais pourtant, à l'issue de la réunion, c'est bien auprès de la Commission européenne qu'il s'engage à plus de compétitivité. Nous avons, nous, en France, engagé des réformes de compétitivité. Le pacte de compétitivité, la réforme du marché du travail. Et nous allons continuer. Nous allons poursuivre. Non pas parce que l'Europe nous le demanderait, mais parce que c'est l'intérêt de la France. Enrayer la perte de compétitivité est surtout la condition sine qua non rappelée par José Manuel Barroso pour justifier le nouveau délai de 2 ans accordé à la France jusqu'en 2015 afin qu'elle ramène ses déficits publics sous la barre des 3% du PIB.
La France, considérée par certains comme le nouvel homme malade de l'Europe, est sous haute surveillance. D'autant plus que cette réunion à Bruxelles intervient le jour où le pays entre officiellement en récession, avec le recul de 0,2% de son produit intérieur brut au premier trimestre 2013. Les mots sont empreints de souplesse, mais le verdict tombera bien le 29 mai prochain. Là seront déclinées les réformes que nous pensons essentielles. Aujourd'hui même, le président François Hollande, à son initiative, nous a présenté sa vision. Quelles sont les réformes qui ont déjà été entamées et celles où il pense donner plus de priorité. Bruxelles souhaite notamment que Paris fasse plus d'efforts pour réformer son marché du travail, son système de retraite et pour ouvrir certains marchés. C'est l'un des instruments mis en avant par le gouvernement en faveur du redressement de notre pays. La Banque publique d'investissement, la BPI, prévoit d'injecter 12 milliards d'euros d'ici en 2017 directement dans les entreprises ou via des fonds. Annonce faite tout à l'heure par son directeur général, Nicolas Dufour, au Sénat. Et malgré de nombreuses initiatives comme celle-ci, l'institution financière connaît des débuts chaotique, en partie, vous allez le voir, lié à la mauvaise entente entre le directeur et la vice-présidente Ségolène Royal. Les détails avec Faustine Saint-Geniès. C'est un instrument majeur de la fameuse boîte à outils de François Hollande, la Banque publique d'investissement créée le 1er janvier dernier. Concrètement, c'est une banque destinée à financer les petites et moyennes entreprises prometteuses. Au programme, un guichet unique dans chaque région pour simplifier les démarches. Nous sommes là pour identifier les chefs d'entreprise masculins-féminins qui seront l'élite de l'entrepreneuriat français de 2020-2030, ceux qui ont décidé de se donner des objectifs énormes, les grands ambitieux, ceux qui sont hors normes, ceux-là, on va les accompagner dans la durée. La BPI regroupe des entités déjà existantes, Oseo, ancienne banque publique des PME et de l'innovation, le Fonds stratégique d'investissement qui prend des participations dans les entreprises et CDC Entreprises, filiale de la Caisse des dépôts. Principal atout, une force de frappe de 42 milliards d'euros pour financer les prêts et garanties aux entreprises et les investissements en fonds propres. Mais après un trimestre d'existence, la situation est loin d'être aussi simple que sur le papier. Pas encore de siège social et beaucoup de numéros non attribués, difficile d'y voir clair. La BPI devrait s'installer au siège d'Oseo en région parisienne et inaugurer ses bureaux dans les 22 régions en juin prochain. Autre problème, un bras de fer sans merci à la tête de la BPI. Entre d'un côté son directeur général Nicolas Dufour, partisan d'une ligne sociale libérale, et de l'autre sa vice-présidente et porte-parole Ségolène Royal, plus interventionniste. Une cohabitation tendue, à l'image de l'opposition entre Pierre Moscovici et Arnaud Montebourg à Bercy. La suite du 22h est comme tous les mercredis notre club d'éditorialistes avec ce soir Michel Noblecourt, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, éditorialiste au Monde, Jean-Marie Biette, bonsoir. Bonsoir. Directeur départemental de Ouest France, notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud, bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Et il a préféré le décor rouge du 22h au tapis rouge de Cannes, notre dessinateur star, Hervé Baudry en costume, cravate. Pas de nœud papillon, hein? Non, pas de nœud papillon. Le 22h, c'est un grand film. Ah oui, vous en êtes un acteur principal. Merci d'être là. Alors, messieurs, d'abord, la mauvaise nouvelle, Jean-Louis Gombaud, la récession. Et la mission aujourd'hui de l'exécutif, c'était d'atténuer le choc. Pierre Moscovici jure que la lumière sera au bout du tunnel. François Hollande estime que la situation est grave, mais moins qu'en 2008 et 2009. Est-ce que cela doit nous rassurer? Ça nous rassurerait si c'était démontré. C'est ça le problème. Bon, c'est peut-être vrai. C'est peut-être faux. Le problème n'est pas tellement la récession en tant que telle, moins 0,2% du PIB, ma foi, dans 2000 milliards de PIB, ce n'est pas négligeable, mais enfin, c'est peu de choses. 2 trimestres de suite, c'est peu de choses. L'inquiétant, je pense, est ailleurs. Si on prend une rétrospective sur le moyen terme, la dernière récession, elle a duré 4 trimestres, c'était en 2008. Et puis ensuite, jusqu'à début 2012, c'est-à-dire pratiquement 2 ans et 3 mois, on a eu une mini-reprise, chaotique, mais une mini-reprise. Et puis début 2012, donc 2 ans et 3 mois plus tard, on a eu une nouvelle cassure qui a duré 2 trimestres, le début de l'année 2012. Et puis là, il a suffi maintenant de 3-4 mois pour qu'on ait encore une 3e cassure. Donc tout ça, ce que ça prouve qu'on n'arrive pas à cicatriser. La fracture de 2008 n'arrive pas à se ressouder.
Et c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on est véritablement à travers ce petit scénario devant une économie qui apparaît comme affaiblie. Et à partir de là, dire que la lumière ou que le pire est derrière nous, la lumière est devant nous et le pire derrière nous, ça me paraît difficilement démontrable, mais c'est pas impossible. Hein. On l'espère. Mais Michel Noblecourt, est-ce qu'on peut dire ce dicton, quand on compare, on se console, la situation est pire dans d'autres pays européens, elle est mieux aussi ailleurs, mais la France n'est pas si mal lotie finalement? C'est-à-dire que le problème à l'heure actuelle, c'est que c'est quand même une grande partie de la zone euro qui est en récession. Donc, et que cette récession est effectivement a été nourrie par cette politique d'austérité encouragée par la Commission européenne. Alors évidemment, on peut toujours se comparer, on peut toujours dire que c'était pire ailleurs. Ce que rappelait Jean-Louis, c'est effectivement que c'était beaucoup plus grave en 2008, beaucoup plus lourd, beaucoup plus sévère que ça ne l'est aujourd'hui. Mais on ne sait pas en même temps ce que ça va donner, quoi. Apparemment, le produit intérieur brut par habitant est à peu près au même niveau que en 2007, quoi. Donc, ou légèrement en dessous, mais la population a augmenté, donc le PIB donc par habitant finalement, eh bien, a reculé. Donc oui, je pense que la situation est grave. On peut toujours la comme l'a reconnu d'ailleurs François Hollande. Comme l'a reconnu François Hollande. C'est le langage de vérité. Le problème, c'est que on voit pas beaucoup de clignotants positifs s'allumer en perspective. Ou alors à moins d'attendre une durable reprise américaine. Alors justement, on va en parler. Regardons, jetons un coup d'œil sur la caricature d'Hervé Baudry. Mon nom est Récession. On ne veut pas trop en parler encore de ce mot récession. Oui, c'est un acteur de cinéma. Je ne sais pas si le film va faire recette avec un nom comme ça. Jean-Marie Biette, est-ce qu'avec cette nouvelle donne, le chef de l'État pourra, demain, lors d'un moment politique important, qui est la conférence de presse, réitérer cette promesse, ce vœu d'inversion de la courbe du chômage d'ici à la fin de l'année? Difficile comme question. Je suis tenté de répondre comme Jean-Louis. Je crois que les prévisions les plus difficiles sont celles qui concernent l'avenir. Mais très sincèrement, en tout cas sur le terrain, si on regarde les PME pour le coup, là, en tout cas dans la région de l'Ouest que je connais un peu mieux, très sincèrement, les sociétés ont des problèmes de trésorerie, les carnets de commandes sont vides, donc je ne vois vraiment pas comment, en tout cas, l'activité des TPE, des PME pourrait reprendre dans les 4, 5, 6 mois à venir, même avec une reprise aux États-Unis. Donc ça a des conséquences terribles en matière sociale, parce qu'à la finale, c'est ça le problème. C'est le chômage, et notamment le chômage des jeunes. Vous vous rejoignez pour dire que les clignotants sont au rouge, mais Jean-Luc Gombault, le mot récession, il fait peur, mais quelle réalité il cache concrètement? Si on était à plus 0,1 au lieu de moins 0,1 pour les Français, pour notre vie quotidienne, qu'est-ce que cela va changer? Moins 0,1, vous êtes quand même en dessous du niveau de la mer. Donc oui, vous avez des problèmes pour respirer, quoi. C'est incontestable. D'abord, c'est une définition technique. C'est-à-dire qu'en fait, la récession, c'est une définition technique, 2 trimestres de suite de baisse du PIB. On aurait pu très bien dire 3 trimestres, et à ce moment-là, on ne serait toujours pas en récession. Donc, il y a une part quand même d'arbitraire dans le mot récession, qui est le fait que les statisticiens, les économistes ont décrété qu'au bout de 2 trimestres, on baptiserait ça une récession. Par contre, on n'avait pas de définition de la dépression. Ça, c'est quand même un peu plus compliqué. Mais quand même, psychologiquement... Là, vous êtes en train de nous faire le dictionnaire plus noir que tumeur. Hein. Non, ce que je veux dire simplement, c'est que là, on discute de quelque chose qui est juste, c'est-à-dire qu'il y a une baisse du PIB, qu'on baptise ça récession, mais en fait, encore une fois, on aurait pu prendre une autre définition. C'est pour ça que c'est peut-être pas si grave que cela. Le problème, c'est vraiment... la perspective. Quel espoir on peut avoir en réalité? C'est que l'Allemagne est quand même touchée. Bien sûr, elle n'est pas en récession aujourd'hui, mais enfin, sa croissance est quand même assez minable, quoi. Elle va faire 0,5%, c'est pour ça qu'elle n'est pas en récession. Nous, on fait moins 0,1. La différence, parfois, n'est pas considérable. Donc l'espoir, je crois, de François Hollande, c'est ça. C'est-à-dire, montrer patte blanche, se montrer le plus coopératif possible, dire qu'on va faire les réformes, ne laisser aucune aspérité qui puisse me laisser une critique, et dire qu'en fin de compte, au bout du bout, l'Allemagne finira par céder. Oui, justement, Michel Noblecourt, la récession, mauvaise nouvelle, oui, mais est-ce que ce n'est pas quelque part un formidable argument pour François Hollande pour accélérer les réformes, bousculer les résistances et finalement appliquer une politique social-démocrate? On peut toujours faire d'une mauvaise nouvelle une chance. Hein. Les politiques peuvent être assez magiciens dans ce domaine. Ça s'appelle le volontarisme politique. Je pense qu'effectivement, ça donne
des arguments à François Hollande pour imposer à sa majorité, qui n'est pas social-démocrate, une politique social-démocrate. Je veux dire que c'est un peu la difficulté sur laquelle il bute depuis un an. C'est qu'il est social-démocrate, profondément social-démocrate, c'est un réformiste. Bon, et Jean-Marc Ayrault, dont on parlera, est également un social-démocrate. Tout ce qu'il y a de plus classique et assumé, tout à fait assumé. Mais la majorité socialiste à l'Assemblée nationale n'est pas social-démocrate. Bon. Et donc, elle a tendance à tirer à gauche, à dire attention, on tombe dans l'austérité, alors qu'on n'est pas dans l'austérité en France, il ne faut pas non plus raconter n'importe quoi. Et donc, elle fait de la résistance par rapport à la politique de François Hollande. Donc là, effectivement, il a des arguments pour peser, pour affirmer son autorité sur sa majorité et pour faire prédominer sa ligne politique. Alors Hervé Baudry imagine déjà l'ambiance de la conférence de presse de demain. Ce sera des artistes, un moi, film je conseille muet. les films muets, peut-être bien s'en sortir pour les solutions en tout cas. Avec des gestes. Jean-Marie Biette, justement, la droite pilonne la politique économique du gouvernement, appelle le chef de l'État à changer d'urgence de politique. Mais demain, on peut parier que François Hollande va réaffirmer son cap. Oui, mais alors je suis d'accord mais la droite finalement, si François Hollande devient réellement social-démocrate, ce qu'il est, mais je veux dire, dans les faits, la droite aura moins de prise sur les décisions, parce qu'en fait c'est ce qu'ils veulent. Notamment, par exemple, il y a une réforme qui va être très très difficile, c'est les retraites, parce que il y a un ballon d'essai qui a été lancé sur les 44 ans. Après on dément. Mais enfin, il faut rappeler quand même que là, pour le coup, les sociodémocrates comme Jean-Marc Ayrault, François Hollande défilaient dans la rue avec les autres députés lors de la dernière réforme des retraites. Donc je crois que ça va être quand même le point dur. Un des points les plus durs. Très rapidement, oui, tout à fait. Oui, Cela dit, demain, il y a deux événements. Il y a la conférence de presse de François Hollande, qui est l'événement majeur, et puis il y a l'Assemblée nationale, il y a la proposition de loi, déposée par le Front de gauche sur l'interdiction des licenciements boursiers, qui sera rejetée par le Parti socialiste, puis la proposition de loi du Sénat sur l'amnistie sociale, qui sera également rejetée par le Parti socialiste. C'est une semaine sous haute tension. Pardon ? C'est une semaine politiquement sous haute tension. Oui, mais ça confirme que le Parti socialiste est en train de devenir peut-être social-démocrate à la suite de François Hollande, au fur et à mesure que le temps passe. Malgré lui. Malgré lui. Un mot encore sur cette situation économique et sortons de nos frontières. Un vent d'optimisme semble souffler depuis les États-Unis et le spectre d'un crash plane sur la Chine. Les Échos en ont parlé, l'Express en parle. On n'en a pas beaucoup encore parlé, Jean-Louis Gombault. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que le problème de l'endettement chinois intérieur commence à devenir une véritable question. C'est impressionnant, les surtout chiffres. D'abord, on connaît des chiffres, enfin ce sont des chiffres chinois. Même si c'est, des chiffres arabes, c'est quand même ça reste des chiffres chinois. Donc difficilement compréhensibles. Or, l'expansion chinoise, la dynamique chinoise repose sur une dette, et notamment les dettes des collectivités locales, absolument volumineuse. Et donc la question est ils ont les mêmes problèmes que nous, ou que les États-Unis, et la solvabilité de tout ça pose question. Donc vous avez dit vent d'optimisme donc du côté américain, mais interrogation du côté chinois. Et je vais rappeler que les dettes de l'État, des provinces et des entreprises publiques donc chinoises approcheraient 200% du PIB. Évidemment, oui, on est au niveau américain. Alors, autre actualité, messieurs, il y a un an, tout juste, Jean-Marc Ayrault posait ses valises à Matignon. Et durant cette année, le Premier ministre est passé par différentes phases. Alors au début, il a suscité de la curiosité. C'était la découverte de l'homme, du politique que les Français ne connaissaient pas bien. Et puis, il est très vite devenu le bouc émissaire, incapable d'arrêter la machine à couac de son gouvernement. Et aujourd'hui, les critiques se concentrent plus sur son équipe que sur lui-même, et son remplacement n'est pas à l'ordre du jour. On voit tout cela avec Julie Hulin et on en parle juste après. Moi, je ne suis pas Premier ministre par hasard. Je suis Premier ministre parce que j'ai la confiance du Président de la République et de la majorité. L'anniversaire a un goût amer. Après une année passée à la tête de Matignon, Jean-Marc Ayrault est en passe de battre des records d'impopularité. Il atteint ce mois-ci son plus bas niveau depuis sa nomination. En le nommant il y a un an, François Hollande avait fait le choix de la fidélité. Un Premier ministre sobre, travailleur, mais à qui certains reprochaient déjà un manque de charisme. À la tête de la première équipe gouvernementale paritaire, son premier discours devant l'Assemblée nationale peine à convaincre. Les Français
ne nous ont pas donné un mandat pour gouverner. 100 jours, mesdames et messieurs les députés, mais 5 ans. Le décrochage dans l'opinion est entamé et au sein même du gouvernement, des doutes apparaissent sur son leadership. Certains ministres le court-circuitent et provoquent des couacs à répétition. De l'annonce de Vincent Peillon sur le retour de la semaine à 5 jours, à ceux qui réclament publiquement une autre politique, en passant par les tensions avec Arnaud Montebourg sur le dossier Florange, le chef du gouvernement doit à plusieurs reprises faire preuve de fermeté. On attend l'exemplarité, et c'est la vraie de chacun des ministres, c'est ce que j'ai rappelé. Le message a été bien compris, il est passé. Malgré les critiques de sa politique, Jean-Marc Ayrault continue à occuper le terrain. Je sais où je vais. Je sais comment y parvenir. Selon l'Élysée, c'est l'homme qui tranquillise l'Europe, les marchés financiers et l'électorat modéré. En dépit des rumeurs de remaniement, il conserve toujours la confiance de François Hollande et semble assuré de rester à son poste de Premier ministre. Son prochain défi, l'épineux dossier de la réforme des retraites. Voilà, et Festival de Cannes oblige, on poursuit avec les films. Le Premier ministre inspire Hervé Baudry, c'est l'étoffe, non pas des héros, mais du héros, mais qui a du mal à décoller quand même. Un bon film quand même. Alors Jean-Marie Biatin, vous avez écrit un livre sur Jean-Marc Ayrault, c'est L'inconnu de Matignon. Est-ce qu'on peut dire justement que l'acteur, entre guillemets, a trouvé sa place aujourd'hui? En plus, il y a un double sens parce qu'il est empêtré un peu dans un dossier qui s'appelle l'aéroport. Notre-Dame-de-Land. Oui, j'ai posé la Non, mais je pense qu'il s'attendait à quelque chose de compliqué. Il est servi, même au-delà de ses espérances. La question du remaniement, le concernant, elle se pose pas, parce que elle pourrait se poser si on faisait un virage à gauche pour changer de Premier ministre, si on redistribuait. Mais là, si on va clairement vers du social-démocrate, ça ne sert strictement à rien. Autant l'user jusqu'au bout. Quand est-ce qu'est le bout, on ne sait pas, mais au moins jusqu'aux municipales et aux européennes. Je pense quand même qu'il a montré, faut parler un petit peu des plus, il a montré une résistance assez forte quand même à la pression. On voit qu'il a le cuir épais. On rappelle que certains parlaient il y a quelques mois de sa cressonisation du nom de l'ancienne Premier ministre. Il Cresson, on pensait qu'il allait avoir le même destin, entre guillemets. Ce qui était assez terrible pour lui, parce qu'il avait été un des premiers à réclamer sa tête. Auprès de François Mitterrand. Absolument, auprès de François Mitterrand en son temps. Il y a aussi une méthode sociale. On ne parle plus tellement de l'ANI, l'accord interprofessionnel national, enfin je ne sais plus exactement, mais c'est vrai que c'est une méthode qu'on a découvert un peu en France, où les acteurs sociaux sont mis d'accord entre eux. Vous le mettez à son crédit, oui, à son crédit. Méthode du dialogue social. social. Je crois qu'on a parlé des couacs, mais moi il y a quelque chose dont on parle assez peu et qui quand même me choque un peu, c'est que c'est un germanophile, on a assez dit que c'était un prof d'allemand, et on voit bien que là pour le coup c'est son autorité qui est un petit peu bafouée, parce que quand on voit le Parti socialiste parler de confrontation démocratique avec l'Allemagne, il a eu beau cet après-midi aux questions à l'Assemblée nationale de renvoyer la droite dans ses cordes. Là, pour le coup... Alors, autorité bafouée par le Parti socialiste, c'est aussi beaucoup de ses ministres. Oui, mais là, c'est vraiment un problème, parce que là, pour le coup, ça va vraiment à l'encontre de ce qu'il pense et croit réellement. Ouais. Et quand Michel Noblecourt disait que le PS n'était pas encore social-démocrate, là, on le voit bien, parce que lui, c'est l'homme de l'entente franco-allemande, et il y a eu là pour le coup un vrai quoi. Voilà, dans son tableau. Mais est-ce que son principal atout finalement, enfin à mon sens, peut-être Michel Noblecourt, c'est sa loyauté, et on peut dire que c'est rare en politique. Il est loyal, François Hollande le répète très souvent. Il est loyal. Moi je pense que d'une manière générale, on est très sévère. Je pense qu'on est trop sévère avec Jean-Marc Ayrault. Je pense qu'il incarne ce qui correspond bien à l'époque au moment dans lequel on se trouve. Il incarne le sérieux. Voilà. Et ça, c'est très important. Alors, on parle de sérieux budgétaire. Alors, le sérieux budgétaire, il est parfaitement incarné par Jean-Marc Ayrault. Je pense qu'il résiste bien aux secousses, qu'il a plutôt repris du poil de la bête au cours de ces dernières semaines. Je trouve qu'il est beaucoup plus tonique dans ses interventions. Souvent, il n'est pas très bon dans ses interventions, dans ses discours. Son discours de politique générale était pas un très très bon exercice, on va dire. Il est devenu plus piquant, plus mordant. Il défend mieux sa politique. Je pense que le problème qui reste le plus important pour lui, c'est son manque d'autorité sur ses ministres. Je veux dire qu'un Premier ministre ne devrait jamais accepter d'être traité par un ministre, fut-il celui du redressement productif, de personnes se préoccupant simplement des intérêts locaux, agissant comme un président de conseil général. Voilà, donc je veux dire qu'il y a des limites qui ont été dépassées par un certain nombre de ministres.
qu'il n'aurait pas dû accepter. Donc vous dites point faible, manque d'autorité, point fort, son sérieux. D'ailleurs, Jean-Louis, on parle souvent de son sérieux, mais pour dire qu'il n'est pas flamboyant, il n'est pas spectaculaire, il n'est pas lyrique. Pour rester dans les films, ce n'est pas Gatsby le magnifique, mais il est bosseur, il est persévérant et il tient le coup dans la tempête. Il fait un peu cheval de trait, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas très esthétique, mais qui tire la charrue à son rythme et de manière... Et c'est difficile, parce qu'il est dans un cadre compliqué. Et je crois, puisqu'on approche quand même d'un remaniement ministériel, qu'il restera, je crois, la carte maîtresse du nouveau dispositif que François Hollande va mettre en place. Ouais. En tous les cas, Jean-Marc reçoit le soutien de Brigitte. Hein. Et Brigitte, c'est Brigitte Hérault. Il est l'homme de la situation, selon son épouse. Bon, oui, je on crois n'en entendait pas moins de son épouse. Oui, non, mais c'est sincère, évidemment. Je crois qu'elle a même déclaré qu'il était indispensable. À elle? Ah non, à François Hollande et à la France. Aux deux, mon capitaine. À elle, très certainement. Mais je pense que là, on a débordé un petit peu dans l'erreur de communication. Hervé Baudry, commentez-nous cette magnifique caricature. L'ours et la poupée, hein, Brigitte Bardot et Jean-Pierre Cassel. Mais juste pour revenir sur l'affaire de l'autorité, je crois qu'il n'a pas été servi non plus par François Hollande, parce que qui prend la décision à la finale quand, pour ne pas le citer, Arnaud de Montebourg, en des termes beaucoup plus crus que ce qui a été dit, la réponse elle est chez François Hollande. Alors François Hollande, est-ce qu'il attend sans doute ce fameux remaniement pour se défaire des primaires PS, parce qu'on n'ose pas renvoyer dans ses cordes quelqu'un qui a fini 3e au primaire. Et c'est compliqué de renvoyer Arnaud Montebourg, parce que mais bien sûr, oui. gauche du PS. Parce que son poids, c'est 17%, c'est bien cela, la primaire. Oui, il le rappelle assez souvent lui-même. C'est par rapport à la gauche de la gauche. Je veux dire que ça reste une carte... Alors, messieurs, les critiques se concentrent sur le ministère impossible. Et le ministère impossible, c'est celui de Bercy. Pas de patron, 2 lignes politiques, 7 ministres, un système complètement anachronique. Le changement, c'est maintenant à Bercy, Jean-Louis Gombault. Alors, je pense que s'il y a un remaniement, ce qui semble se préciser, le problème majeur va être Bercy. D'abord, il faut voir quand même que Bercy, c'est très, très, très compliqué. C'est l'une des plus grosses administrations, des responsabilités considérables. Mais ce qui est vrai, c'est que on ne peut pas accepter dans Bercy des personnalités aussi différentes, avec des lignes aussi différentes. Ce n'est pas possible. À un moment où le cap n'était pas précisé, c'était encore possible. Alors que maintenant, depuis à peu près 2-3 mois, le cap social-démocrate du président est vraiment précisé et il n'y dérogera pas, c'est-à-dire qu'il le gardera, c'est en tout cas ma conviction, jusqu'à la fin de son mandat. On ne peut pas accepter des tiraillements de ce genre qui étaient acceptables quand on ne savait pas très bien où on allait, mais qui sont inacceptables à un moment où on sait à peu près où on veut aller. Donc tout ça devra être réorganisé. Alors messieurs, comme tous les mercredis, à présent, votre revue de presse des hebdos à paraître demain dans vos kiosques. Et on va commencer avec Le Point. Et cette question en une, regardez, qu'est-ce qui coince? François Hollande veut s'affirmer social-démocrate, mais la machine est grippée, selon l'hebdomadaire. L'Express à présent et sa une plutôt collégiale. Regardez autour des hypocrites et sur le thème de l'argent. Pour l'Express, les responsables politiques n'arrivent pas à assumer leur rapport avec l'argent quand ils ne cherchent pas carrément à tricher. Le Nouvel Observateur, mon chef me rend fou, hein, c'est peut-être votre cas, stress, harcèlement, souffrance au travail, c'est très sérieux. Mais ça n'a rien à voir avec notre sujet là. Non, enquête. Vous croyez que Jean-Marc Ayrault se plaint? Enquête à découvrir dans votre hebdo. On va également rappeler, je sais que ça va vous faire, montrer ceci, ça va vous faire plaisir, Hervé Baudry. Oui. C'est une bande dessinée, Moi, président, ma vie quotidienne à l'Élysée. Voilà, racontée par une initiée Marie-Ève Malouine, qui est chef du service politique de France Info, et par Faro, qui est également dessinateur de presse. Tenez, je vous l'offre. Oh, c'est gentil, merci. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Je vais rappeler à nos téléspectateurs que demain, nous avons des éditions spéciales, bien sûr, autour de la conférence de presse du président. Notez-le, à partir de 15h45, analyse et diffusion, bien sûr, de la conférence de presse. Et puis à 22h, émission spéciale avec de nombreux invités. Le débat politique opposera l'UMP, Gérard Longuet, à la socialiste Karine Berger. Puis de nombreux éditorialistes seront aussi en notre compagnie. Et Hervé Baudry, vous croquerez
En tout bien, tout honneur, cette conférence de bien presse. sûr, oui, bien toujours. sûr. Tout bien, tout honneur. Merci à vous. La suite du 22h et dans l'actualité, en bref, on apprend ce soir qu'en Égypte, une cellule démantelée samedi dernier projetait de faire des attentats contre les ambassades de France et des États-Unis au Caire. Selon l'agence de presse officielle égyptienne, les personnes arrêtées, membres d'Al-Qaïda, voulaient organiser des attentats suicides à la voiture, piégés. Le reste de l'actualité, regardez, c'est le tour de l'info. Il est signé ce soir, Mounir Soussi. Il marche vers la réhabilitation. Condamnés à tort pour meurtre en 2003, Abdelkader Azimi et Abderrahim El Jabri ont vu leur peine annulée par la Cour de révision. Une décision rare. Depuis 1945, seules 8 personnes en avaient bénéficié. C'est un grand soulagement. Pour moi, c'était un poids que j'avais. Voilà, c'était des tonnes que je soulevais et putain, malgré mon petit poids, j'ai réussi à tenir bon. C'était pas évident. Des tests ADN ont permis de confondre les vrais coupables. Les deux condamnés à tort ont passé 12 et 14 ans derrière les barreaux. Un nouveau procès d'assises doit se tenir. L'acquittement les blanchira définitivement. La commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Cahuzac va auditionner des poids lourds du gouvernement en plus de l'ancien ministre du Budget. Manuel Valls, Christiane Taubira et Pierre Moscovici figurent sur la liste. Cette commission doit étudier s'il y a eu des dysfonctionnements au sein du gouvernement dans la gestion du cas de Jérôme Cahuzac. Le directeur de Mediapart, Edoui Plenel, et le journaliste Fabrice Arfi seront eux aussi entendus. Les dates des auditions n'ont pas encore été révélées. Plus de 3 milliards d'euros pour le Mali. C'est la somme réunie aujourd'hui à Bruxelles par la conférence des 108 institutions et pays donateurs. Objectif, aider le Mali à se relever de la guerre. L'Union européenne, principal bailleur, apporte 520 millions d'euros, la France 280. La communauté internationale espère ouvrir l'étape de la reconstruction économique et politique 5 mois après le début de l'intervention française au Mali. Face à la commission d'enquête du Sénat sur la lutte contre le dopage, Laurent Jalabert avoue, oui, il a pris des produits interdits durant sa carrière. Et quelquefois, effectivement, j'ai fait usage donc de produits parce que c'était nécessaire pour des lésions qui étaient avérées. Nous étions soignés. De quelle manière aujourd'hui, est-ce que je peux dire que c'était de façon illégale? Je n'en ai pas la certitude, pas plus que j'ai la certitude que c'était de façon vraiment légale. Le cycliste, sacré meilleur grimpeur du Tour de France dans les années 90, a côtoyé au cours de sa carrière le docteur Fuentes, à l'origine de l'affaire Puerto, l'un des plus grands scandales de dopage dans le cyclisme. Top départ pour le 66e Festival de Cannes. Ouverture des festivités avec Gatsby le Magnifique et Leonardo DiCaprio dans le rôle titre. Le jury, présidé par Steven Spielberg, devra départager 20 films en compétition, dont 6 productions françaises en lice pour la Palme d'Or. C'est une immersion, une plongée dans les coulisses du pouvoir. Pierre Favier et Patrick Rothman ont suivi François Hollande durant 8 mois. 8 mois sur les pas du président depuis le jour de son installation à l'Élysée. Le film, intitulé Le Pouvoir, qui sort en salle aujourd'hui, montre des scènes de vie quotidienne à l'Élysée. Et on a l'impression d'être une petite souris dans le bureau du chef de l'État. On regarde justement un extrait. Juste une seconde sur le discours de Dakar. Oui. Donc vous souhaitez plus de profondeur historique, mais dans le rapport à l'Afrique, parce que pas simplement sur les rapports historiques qui sont introduits sont franco-sénégalais. C'est pas que ça. On fait un discours à l'Afrique. Faut aussi insister sur l'Afrique, ce qu'elle nous a appris, ce qu'elle nous a donné, son apport, sa culture. Les hommes et les femmes qui sont venus travailler en France, on ne cite jamais l'immigration, pratiquement. Ouais. Mercredi, vous avez sonné pour oui. Non, mais ça va te faire mercredi soir, je ne suis pas pressé, il vaut mieux travailler sur les textes et des choses. C'est bien pire que d'habitude. C'est pire. Et notre invité ce soir, c'est le journaliste et co-réalisateur du film Pierre Favier. Bonsoir. Et bienvenue. Alors, puisque c'est ouvert aujourd'hui, le 66e Festival de Cannes, est-ce qu'on peut attribuer la palme du meilleur premier rôle dans votre film à l'Élysée, au décorum? Le décor et le chef de l'État qui est
l'acteur principal du film, qui a le rôle central dans le film, c'est quand même un film destiné à montrer comment un président de la République travaille et conduit son action de chef de l'État. Mais le décor, le poids de l'Élysée, les ors de l'Élysée, j'allais dire, c'est le deuxième acteur important dans le film, parce qu'on voit quand même le poids de l'environnement, le poids du palais, cette espèce d'enfermement que Hollande dit vouloir refuser au moment où il arrive à l'Élysée. Ça donne l'impression d'une tour d'ivoire, d'un piège, d'un donjon, justement, dont le président dit il faut absolument ne pas s'y laisser enfermer. Ça fait partie des consignes qu'il essaie de donner à ses 40 collaborateurs le jour de la première réunion du cabinet François Hollande. Il est là, il préside la réunion, et l'une des choses sur lesquelles il insiste le plus, c'est leur dire, surtout, nous travaillons là dans un palais, ne vous faites aucune illusion, sortez, ne restez pas enfermés. Vous courez comme moi le risque de l'isolement par rapport à la France, par rapport aux Français, et on se rend compte, hélas, que comme ses prédécesseurs, tous ses prédécesseurs d'ailleurs, François Hollande, peu à peu, s'est enfermé dans ce palais pour des réunions, pour prendre des décisions, pour consulter ses collaborateurs, et que peu à peu, le contact avec les Français s'éloigne et est de plus en plus difficile à conduire et à tenir. Alors chacun verra dans le film ce qu'il a envie de voir. Et certains, les critiques, estiment qu'en filmant et en présentant ainsi le pouvoir presque nu, Pierre Favier, vous avez contribué à le désacraliser, à le banaliser. Et finalement, certains estiment que vous avez desservi le chef de l'État. Ce n'était pas votre objectif. Non, on n'avait ni l'objectif ni de le servir, ni de le desservir. L'ambition qu'on avait, parce que ça n'avait jamais été fait par aucun réalisateur. C'est une première en France. C'est une première, parce qu'on a vu de nombreux reportages à la télévision sur l'intérieur de l'Élysée, mais à chaque fois on voit des images muettes, c'est-à-dire qu'on voit les ministres s'asseoir autour de la table du Conseil des ministres, on voit le chef de l'État dans son bureau avec un ou deux collaborateurs, mais à aucun moment il y a une perche et un preneur de son pour enregistrer ce qu'ils disent. Là, l'innovation, et la première, j'allais dire, c'est que François Hollande nous a autorisé à filmer en Conseil des ministres, non pas l'intégralité, mais filmer pendant 10 minutes, pendant que lui s'exprime et pendant que ses ministres lui répondent, un Conseil de défense qui n'avait jamais été fait. Avec le chef d'état-major, l'amiral Édouard Guillot, le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian. Le patron des services secrets qui n'aime pas beaucoup être filmé. Et là, c'est là qu'on a eu le plus de mal à obtenir l'autorisation. J'avais demandé au président de la République, est-ce qu'on peut filmer, disons, 7-8 minutes du Conseil de défense? Et lui m'avait répondu, mais vous n'y pensez pas, c'est interdit par la loi, il est impossible. Mais vous arrivez à capter quand même j'ai réussi à le persuader, et on a pu filmer pendant 7-8 minutes, et on l'entend lui s'exprimer devant ses ministres, devant le chef d'état-major des armées dont vous parliez, et on entend même le ministre de la Défense lui répondre. Donc effectivement, c'est une première. Alors François Hollande était d'accord pour nous ouvrir grandes les portes de l'Élysée, il l'a fait. Je ne sais pas. Alors, le refera-t-il? Point d'interrogation. Je ne suis pas sûr. On lui a montré, il a vu le film, on lui a envoyé un DVD, et on n'a eu aucun retour. C'est peut-être positif, mais en tous les cas, Pierre Favier, cet exercice, on peut le dire, est inimaginable avec un François Mitterrand qui a toujours tenu à préserver sa part d'ombre et de mystère pour exercer une plus grande fascination sur son monde et apparaître en majesté. Oui, alors peut-être que François Hollande avait, en acceptant notre projet, la proposition qu'on lui a faite il y a 2 ans déjà, avant même qu'il soit candidat et avant même qu'il soit élu, il avait, je pense, la volonté de montrer une rupture avec ses prédécesseurs. Jusque-là, l'Élysée restait totalement fermée, derrière ses murs, protégée, etc. Et je pense que Hollande a dit, le changement, c'est ça aussi. Je vais ouvrir les portes et on va montrer comment fonctionne le pouvoir à son niveau le plus élevé. Alors, est-ce qu'il le regrette aujourd'hui? Je n'en sais rien, je n'ai eu aucun retour de sa part. Alors, on l'a dit, on le répète, c'est une première en France, mais je vous propose, Pierre Favier, de comparer avec les États-Unis, si vous le voulez bien, et la Maison-Blanche. Le réalisateur que vous connaissez évidemment, William Carell, a aussi filmé les coulisses du pouvoir version US dans un documentaire intitulé Barack Obama, au cœur de la Maison-Blanche, qui a été diffusé sur notre chaîne, Public Sénat. On va regarder un premier extrait assez court, mais qui montre bien aussi que la caméra ne peut pas tout filmer. Regardez. Oh, I did not know that. That's the first I've heard that. All right. Well, we have a number of issues, Mr. President, but we're going to concentrate on Afghanistan and Pakistan. So we are getting it teed up, and we were somewhat handicapped because we're not actually doing the delivery, but the Pakistani military is certainly diving into. You guys got more role here than you have in any other meeting. Thank you.
Voilà, dès qu'il est question de questions sérieuses, Afghanistan, Pakistan, coupé, c'est ça les limites que vous avez eues également. Oui, alors François Hollande nous avait dit dès le départ, je vous fais confiance, vous êtes vous un journaliste sérieux, Rothman un réalisateur reconnu et sérieux également, mais à vous d'être responsable et vous imaginez bien qu'on ne va pas vous laisser filmer pendant des heures une réunion d'un Conseil de défense ou d'un Conseil des ministres. Et on s'est imposé nous-mêmes nos limites, on savait qu'on avait 7-8 minutes pour tourner, et on débordait parfois d'1 ou 2 minutes et on comprenait bien parfois d'un petit geste du président de la République qu'il était temps de ranger la caméra et le micro et de quitter son bureau ou une salle de réunion. D'évidence, on ne pouvait pas nous laisser tout tourner. C'est évident. Alors on voit défiler toutes les images de votre documentaire. Je vous propose de regarder un autre extrait justement de ce documentaire de William Carell pour voir la différence entre la culture américaine et française. Et là, c'est un moment qui est très différent, très détendu. Regardez. I'll take one. You want fries? Nothing. Katie? Yes, sir. You want them? Rich is down, I'll take care. And he took his detail and I took mine, and it wasn't mine. Who's going to hold 1 second for the press? I don't want to hold. What's going on, everybody? How you doing, sir? How you doing? They'll let you off for work. Hey, guys. How y'all doing? You got your orders? What do you got? 1 cheeseburger and 1 fries for me. All right, so then I got a little cheeseburger with lettuce, tomato, ketchup, and pickles. Well, put the lettuce on mine, too. All right? 2 fries, 1 for him and 1 for the previous. All right, and these are all small. Appreciate your service. Thank you, sir. How you doing? Good. How are you, sir? I'm good. What's your name? How are you? Very nice. How are you? You been playing some ball or what's going on? Working with the soccer team here. Thanks, guys. Thank you so much. Thank you. They'll let you off for work. Alors Pierre Favier, coup de com' peut-être, mais incroyable moment de détente. C'était pas Effectivement, possible. on n'est pas, nous, dans le même Non. registre, et ça n'était pas possible dans les institutions de la Ve République, avec François Hollande qui est totalement dans le moule de la Ve. On n'imagine pas ce genre de scène filmée ici en France, filmée à Paris. On n'a jamais eu accès à sa vie, comment dire, personnelle, privée, en dehors de son métier. On le filme dans son métier de président, pendant qu'il travaille à l'Élysée ou dans son avion ou dans son bureau ou ailleurs, mais on l'a toujours en situation de travail et d'exercice de ses fonctions. À aucun moment, on a obtenu de le filmer, de le suivre dans des moments plus privés, on voit quelques rares plus images de sa décontractés. compagne Valérie À Trierweiler. peine, on 2 l'aperçoit fois, à peine. C'était Mais- voulu, mais- c'était... Oui, le but était de montrer un président au travail. Et effectivement, Valérie Trierweiler n'avait pas sa place dans ce film. En revanche, on a fait un 2e film pour Canal+, cette fois, qui montrera la vie à l'Élysée, la maison à l'Élysée. Et là, elle a davantage de place dans Avant ce ce film, vous avez réalisé bien d'autres documentaires, écrit de nombreux livres sur les politiques, la politique. Il y a celui-ci notamment, c'était François Mitterrand, 10 jours en mai. Pierre Favier, qu'est-ce qui vous passionne ou vous fascine encore chez ces hommes et ces femmes politiques? D'abord, la passion et l'ardeur qu'ils mettent à exercer leur métier, parce qu'ils sont vraiment critiqués, dénoncés, mais quand on voit le film qu'on vient de réaliser, on passe presque 2 heures à voir François Hollande dans cette maison Élysée, on se dit mais quel métier de fou! Voilà des gens qui arrivent au bureau à 8 heures du matin et qui le quittent à 10 heures du soir et qui mangent, qui déjeunent en une demi-heure, etc. C'est une poids de la passion, responsabilité, le poids de la effectivement, responsabilité. bien sûr. Et je pense la volonté de faire. Alors, bien ou mal, ça, l'histoire le dira. Mais en tout cas, la volonté de faire et d'agir est là, quoi. Merci beaucoup, Pierre Favier, d'avoir été notre invité. Donc, je le rappelle, Le pouvoir est à découvrir. Il sort aujourd'hui en salle. Merci à vous. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis et merci de votre fidélité. Tout de suite, c'est l'émission Déshabillons-les. Belle soirée. À demain, je vous le rappelle, pour notre édition spéciale. Et le tout avec plaisir, bien sûr.
Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous savez quand va arriver François Hollande? En France, on dit qu'il manque de charisme, mais à l'étranger, il n'en a pas du tout. Peu charismatique, passe-partout, les humoristes sont-ils particulièrement durs avec François Hollande? Quels sont les traits de caractère qu'ils mettent en avant et quelle image donnent-ils d'un pouvoir en pleine tourmente? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, en tout honneur, les marionnettes, pastiches et parodies du président François Hollande et de ses amis socialistes, avec nous 4 invités. Didier Porte, humoriste et auteur de billets réguliers sur RTL, Mediapart et le site Arrêt sur Image. Olivier Mongin, philosophe, sociologue et directeur de la revue Esprit. Vous vous intéressez depuis plusieurs années au ressort de l'humour et des humoristes, sujet auquel vous avez consacré plusieurs livres. Brice Teinturier, politologue et directeur général délégué de l'Institut Ipsos, pour parler du réalisme et de l'impact de ces caricatures. Et enfin, Denis Bertrand, sémiologue et habitué de l'émission, pour décortiquer quelques sketchs. On va commencer par ceux dédiés au président maintenant bien installé à l'Élysée. Pour Nicolas Canteloup sur TF1, il a des airs du type un peu lâche qui se laisse parfois entraîner là où il ne voudrait pas vraiment aller, comme dans cette parodie du mariage pour tous. Alors les images, vous allez les reconnaître, ce sont celles de sa visite à la mairie de Paris le jour de son investiture. Quant au texte, eh bien c'est une interprétation libre. Écoutez. En tout cas, François, je la trouve vachement cool, Valoche. Elle assiste même à notre mariage, c'est chouette. Oui, mais ta gueule, Bertrand, je lui ai rien dit. Elle croit que c'est pour elle. Petit cachotier. Allez, Zou, c'est le grand moment, on se jette à l'eau. Déjà? Ah, tu ne fais pas ce coup-là, on en a parlé. Tu craques pas, on va jusqu'au bout. Regarde le beau bouquet qu'on t'a mis. Monsieur Hollande, honneur aux dames. Voilà, vous signez juste là où il y a marqué Hollande. Voilà, je déclare prendre pour époux Monsieur Delanoë et vous signez. Je suis en train de faire une belle connerie, mais tant pis, je signe Nikos Yagas, voilà. Monsieur Delanoë, acceptez-vous de prendre pour épouse Monsieur Hollande? Ça te dérange pas que tu sois l'épouse, hein? Oh, bon, on en est. Monsieur Delanoë, à présent, vous pouvez embrasser la mariée. Ah, mais t'as entendu, c'est l'heure de la galoche, c'est le grand moment. On n'est pas obligé de faire ça devant tout le monde, hein. Ah ben au moins Câlin Poutou, voilà. Tu vois que c'est pas si douloureux. Oh, t'as la main moite, t'es sensible. Voilà, il a la main moite et il n'a rien dit à Valoche. Valoche, baptisé Valou par les guignols de Canal+, des guignols qui voient le président comme une petite chose, un brin peureuse. Regardez. Aux confins de l'Afrique australe vit un étrange petit mammifère, le suricate. Extrêmement craintif, le suricate passe le plus clair de son temps aux aguets. Et au moindre danger, se met immédiatement à l'abri. Mais si jusqu'à présent il n'avait été recensé que sur le continent africain, une nouvelle espèce de suricate vient d'être découverte tout près de chez nous. Encore plus peureux que son cousin de la savane, le suricate urbain semble craindre à peu près tout. J'espère que Parizeau, elle va pas revenir. Hein. Elle me fait trop peur. Elle me fait penser à Valou ou à un ministre. Mais à la première alerte, la stratégie reste la même. François? Jean-Marc? Allez, n'ayez pas peur, c'est juste moi, Manuel. Voilà, un président peureux depuis quelques mois. Les guignols sont beaucoup dans ce registre, un peu comme vous d'ailleurs, Didier Porte, mais avec un style un peu différent, puisque vous êtes, vous, davantage dans le billet d'humeur. On regarde, alors il est aussi question de François, de Jean-Marc. Quant au Fabrice dont vous parlez, il s'agit de Fabrice Lucchini, invité ce jour-là d'RTL. Oui, ça peut surprendre, mais Fabrice nourrit une passion quasi charnelle pour François Hollande. Il le kiffe grave. Il aime tout chez lui. Son charisme démoniaque, sa présence physique incandescente, son corps à la fois souple et puissant, de grands fauves d'Amazon prêts à fondre sur ses proies tétanisées, à savoir le spéculateur apatride et l'insurgé contributif russophile, son sens de l'humour à froid qui lui a permis d'annoncer sans pouffer l'inversion de la courbe du chômage à partir du mois de septembre prochain. Quel déconneur. Bon, soyons justes, Fabrice aime également énormément Jean-Marc Ayrault, incarnation débonnaire du socialisme en camping-car, de la lutte des classes autour d'un bon barbecue, de la prise du palais d'hiver en chantant « Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup du gaufret », de la rédemption des masses par la lecture de Télérama et du supplément week-end de Ouest France, et du grand bond en avant vers un polpotisme apaisé que constitue la diffusion de L'amour est dans le pré tous les lundis soirs à 20h50 sur M6. Jean-Marc Ayrault, c'est vraiment le socialisme à visage humain
un peu trop à mon gré. Je sais pas vous, mais moi, une petite touche d'inhumanité ne me déplairait pas. Hein. Voilà, un petit échantillon, des registres et des styles différents. On va commencer par François Hollande. Hein, beaucoup de points communs quand même dans le portrait fait de François Hollande. Visiblement, ce sont les mêmes traits qui inspirent les humoristes, avec quelques nuances quand même. Qu'en pensez-vous, Denis Bertrand? Je dirais d'abord, c'est jamais facile de commenter de l'humour, parce qu'on a toujours tendance à être un peu rabat-joie après avoir ri aux éclats voilà. en écoutant ces sketchs. C'est la première chose. Ne soyez pas rabat-joie. Non, alors sans être rabat-joie, moi ce qui me paraît frappant dans le petit florilège qu'on vient de voir, c'est intéressant parce que ça construit une mise en scène critique de François Hollande qui est à chaque fois différente. Dans le cas de... je dirais que dans le cas, commençons par Didier Porte. À mon avis, on a un humour qui est fondé beaucoup plus à la base sur de l'ironie. Et avec un renversement ironique. D'où une critique qui paraît assez, qui paraît fondée sur, disons, un principe presque, je dirais, d'autorité, par l'exagération qui est apportée. Alors que dans le cas de l'imitation du mariage gay, on a un humour qui est plus fondé sur presque une autodérision. C'est-à-dire que l'humoriste s'incorpore au personnage et du coup la drôlerie est moins sévère. La critique paraît presque, c'est comme s'il y avait une sorte de complicité entre les deux personnages. Ouais. Et dans le premier cas, dans les Guignols, oui, plus une dérision qui est très fortement enracinée dans la culture carnavalesque. Oui, mais là vous parlez des différents types, mais sur l'image que ça donne, parce que vous dites effectivement il y en a qui sont plus dans la complicité, d'autres moins, mais enfin c'est toujours un peu le même personnage qui est mis en avant. Oui, ça aboutit à des degrés de dérision du personnage qui sont des degrés de sévérité, je dirais presque. Dans la disqualification du personnage. Dans la disqualification. Parce que c'est vrai, ce qui nous a frappé, nous, en préparant l'émission, c'était qu'il y avait vraiment un côté, enfin, c'est vraiment, François Hollande, il est ultra peureux, là, dans toutes ces images. Alors, je vais faire réagir Didier Porte, mais juste avant, Brice Teinturier, pourquoi, selon vous, ce trait de caractère, est-ce que ça correspond justement à l'image que les Français s'en font, ou alors est-ce que c'est les humoristes qui ont choisi ce trait, je sais pas, parce qu'il est plus facile à mettre en avant et qui, petit à petit, l'ont imposé? Au-delà des différences de traitement, il y a une constance, c'est à chaque fois on dénonce un personnage qui est un personnage faible, qui est dominé, qui est transparent, qui est craintif. On tourne à chaque fois autour de ça. Et c'est quelque chose qui effectivement est utilisé depuis longtemps contre François Hollande, qui est un de ces traits d'image négatifs associés. Dans la campagne présidentielle, on opposait la capacité de Nicolas Sarkozy à prendre des décisions difficiles, à trancher, à ce qui, chez François Hollande, aurait été rigoureusement l'inverse, une incapacité à s'affirmer, à trancher, à prendre des décisions difficiles. Et c'est ça qui est récurrent depuis très longtemps déjà, hein, souvenez-vous aussi de Flamby, depuis très longtemps, autour de François Hollande. Et là, on voit, j'ai l'impression, une mise en scène de ces traits qui consiste à accentuer tout simplement ce qui est déjà perceptible aux yeux de l'opinion dans le personnage de François Hollande. Mais encore une fois, depuis des années et des années. Oui, depuis des années. Alors, on va voir, c'était quand même un petit peu différent avant. On y reviendra après, parce que c'est vrai qu'on aurait pu imaginer d'autres traits du président, à son côté opportuniste, un peu insaisissable. Alors, Didier Porte, pourquoi ces traits, selon vous? C'est marrant parce que vous m'aviez perçu peut-être comme plus sévère que mes camarades, alors que c'est pas le cas. En fait, ce que moi, je reprenais, c'était les clichés qu'il y avait autour des personnalités de Jean-Marc Ayrault. Et j'avais en face de moi quelqu'un de notoirement réactionnaire, en tout cas qui est très hostile à ces gens qui sont au pouvoir, qui est Fabrice Lucchini, hein, que j'adore par ailleurs, mais qui, voilà, donc je lui offrais un peu sur un plateau le portrait qu'il avait envie d'entendre. Mais les gens qui me connaissent, les habitués, non mais ce que je veux dire, vous jouez sur les stéréotypes. Les habitués de ceux qui me suivent sur ces chroniques savent très bien qu'il y avait une forme de second degré dans ma manière de décrire Hollande et que je reprenais d'une certaine manière les clichés qui avaient cours et que je me démarquais de ces clichés d'une certaine manière. Donc oui, parce que quand vous dites le charisme démoniaque à propos de Hollande, son corps à la fois souple et puissant, pardon, je dis moins bien que vous, de grand fauve d'Amazon prêt à fondre sur ses proies tétanisées. Donc on voit bien effectivement que vous jouez avec les stéréotypes. Ouais, c'est un jeu, c'est un vrai jeu. Tout ce qu'on entend effectivement aujourd'hui sur Hollande, c'est ça, quoi. C'est vraiment, alors c'est normal, hein, on s'engouffre un peu tous dans la brèche une fois que c'est admis dans l'opinion. Nous les humoristes, on est obligé effectivement souvent d'aller sur ce registre-là, mais on peut aussi montrer qu'on
n'est pas dupe, en tout cas, on peut aussi se Oui. démarquer. Oui, oui, bien sûr. Vous Parce que moi, sincèrement, je trouve le type pas du tout mou. Je pense qu'il a le cuir tanné et qu'il a des sacrés nerfs, hein, les nerfs sacrément solides et autrement plus solides que son prédécesseur, soit dit en passant. Malgré des airs débonnaires, de bonhomie comme ça, je pense qu'il est beaucoup plus costaud. Hein. Mais c'est pas ce qui apparaît dans les... C'est pas ce qui apparaît. Mais parce que mon œuvre en général doit être prise dans son ensemble. Doit être prise dans son ensemble. Voilà, c'est dur. Là. Comment faire pour tous les voir? En tout cas, voilà. Mais c'est intéressant ce jeu sur les clichés. Olivier Mongeat, justement, sur ce trait de caractère. Oui, moi je rebondirai là-dessus. Je connaissais pas les sketchs. Moi, ce qui m'intéresse dans le comique, c'est pas nécessairement l'humour et l'humour de langage, c'est le corps. Donc, je voudrais revenir sur quand même notre ami Hollande. De quoi il souffre, c'est qu'avant lui est passé un petit corps très nerveux. Vous venez d'en parler, qui est Sarkozy, qui était beaucoup plus faible qu'on ne croyait justement. Mais de quoi on riait avec Sarkozy? Moi, de ce qu'il racontait pas tant de choses. On riait d'un corps extrêmement rapide, sec. Il faut jamais oublier que De Funès était son comédien préféré. Et moi, quand je voyais Sarkozy, je voyais De Funès. Donc, c'est pas du tout pour faire une critique des humoristes que je respecte. Didier Porte le premier, je sais son histoire et les coups qu'il a pris, donc je respecte tout à fait. Mais moi, m'intéresse un peu dans l'humour politique, c'est qu'on a affaire à des corps. C'est des gens qui, avec leur corps, représentent la nation. Là, on est dans la représentation, c'est pas n'importe quoi, c'est pas un débat d'intellectuels. Ces gens-là, ils représentent avec leur corps le corps de la nation. Donc c'est pas pour rien que le comique, il touche le corps. On a eu le petit corps Sarkozy qui nous a ramené au comique politique, beaucoup d'entre nous. Il nous a fait rigoler, le sketch quand il sort de chez Poutine, où on croit qu'il a bu, etc. Tout le monde l'a vu des millions de fois, etc. Il est extraordinaire. Il monte d'un escalier, il est essoufflé, il prend un éclat de rire. C'est son corps qui sort. Et il dit, je n'ai rien à dire. Je suis désolé, ça, c'est un c'était sketch. la réalité, mais qui était en elle-même un sketch. C'est Sarkozy qui les faisait. Oui. C'est Sarkozy. Je ne mets pas en cause après des bons Deux, on arrive à Hollande. Hollande, on le connaît tous un peu. C'est quelqu'un qui pratique un langage d'humoriste politique. C'est un très grand humoriste. On le connaît tous un petit peu. Bon, et Hollande, c'est quelqu'un qui a décidé, au moment où il se présente à la présidentielle, d'oublier son corps. Il maigrit, il dit effectivement, je ne dois plus. C'est exactement ça. Moi, je pense que c'est un corps beaucoup plus costaud que celui de Sarkozy. Je suis bétonné et je ne sourirai plus, je fais plus de blagues, je me tais, etc. Il déçoit tout le monde. Il déçoit tout le monde. On l'attend un peu sur le comique, etc. Je vais m'arrêter. Hein. Et au fond, et là, ce que je reprocherais, le débat était déjà très intéressant, aux humoristes, c'est d'aller chercher sur la faiblesse de Hollande. Je ne pense pas que ce soit un faible. Pour tenir comme il fait depuis un an et Kéro dans la situation où ils sont, ce ne sont sûrement pas des faibles. Moi, je pense que tenir le pouvoir, c'est quelque chose de très difficile. Autrement, on parle dans le vide, c'est très facile. Hein. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est que les comiques aillent le chercher un peu là-dessus. Vous jouez aux faibles, alors que vous êtes un sacré tanné, pour reprendre l'expression. Voilà ce que je veux dire. Et là, il y a un corps de Hollande, qui est un corps qui demande, qui a été égratigné. C'est une évidence. C'est pour ça que Saddam occupe la place des corps. Bon, c'est des remarques personnelles, je ne connaissais pas les sketchs. C'est intéressant, une petite réaction là-dessus. Bien entendu que le corps, c'est le corps de Madame, un peu, très différemment qu'à l'époque de Sarkozy. Oui, un dernier petit mot. Mais c'est bien une question sur le corps, parce que je crois aussi que le corps de François Hollande, justement, et que ces traits d'humour jouent beaucoup sur le corps de François Hollande, signifie l'inverse, pour le coup, là, de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire non pas une espèce d'exubérance, mais au contraire quelque chose de très contrôlé, de très calme, et le reproche, ça devient sans aspérité, parce que on se fonde sur l'image. Il n'y a pas une saillance, il n'y a pas une dans les traits, apparente. Sur le fond, je partage votre opinion aussi. Il y avait une image qui avait été utilisée, qui était celle du galet. Donc qui semblait lisse à l'extérieur et qui en réalité était dure. Je pense que ça correspond davantage des humoristes. Un dernier petit mot. Ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours un corps qui ne serait pas signifiant là où il y avait un corps ultra signifiant de la part de Nicolas Sarkozy. C'est ça. Moi, je dirais tout à fait dans le même sens, en disant que le corps de Sarkozy, le mode de présence corporelle de Sarkozy est déjà marqué par l'excès, à l'état naturel, disons. Et vous faisiez la référence à si bien que l'humoriste face au corps de Sarkozy doit ajouter de l'excès à l'excès et faire de l'excès, alors que le corps de François Hollande est celui de la mesure, du neutre en quelque sorte. Et donc trouver l'excès du neutre,
De contrôle aussi. Et du contrôle, Vous pensez, alors, attendez, Didier Porte, puis après on va avancer. Oui, c'est ça la difficulté. En fait, on était redondant sur Sarkozy, hein, grosso modo, d'après ce que j'ai compris. Il n'empêche que, moi, ce que j'ai observé, c'est que là où on lui faisait mal, en tout cas là où on le, c'est pas quand on le critiquait sur les rafles anti-Roms, sur les mesures antisociales, etc. Sarkozy, c'est quand on mettait le doigt sur son immaturité affective, sur son côté va de la gueule, allez descends que je te pète la gueule. Regardez, ma gonzesse est la plus belle de la cour de récré. Je mets des talonnettes à 53 piges, j'assume pas ma petite taille, ce qui est quand même extraordinaire sur le plan psychologique. Et c'est vrai, c'était Sarkozy. Oui, si, oui, mais quand on lui met, moi je me rappelle quand j'ai été viré de France Inter avec Guillon, c'était pas parce qu'on l'attaquait sur les Roms, sur les trucs, c'était parce que justement on l'attaquait sur sa puérilité, sur son côté effectivement immature et là on faisait mal. Alors justement, pour comparer les deux, il y a un extrait en or. On va retourner pendant la campagne présidentielle de 2012, voilà. Et alors là, Didier Porte, vous aviez fait un billet d'humeur au lendemain du débat Hollande-Sarkozy. Alors on revoit l'image de Hollande, l'image de Sarkozy.